Assis avec un stylo en main, dans une chaleur de 35 degrés, ce cadre de l'administration traite les dossiers portant sur le développement de la région de Kontougo. Il est victime de la coupure de l'électricité enregistrée dans le district du Zanzan. Avec cette chaleur-là, il est difficile de réfléchir correctement. Les ordinateurs ne marchent pas. Nous sommes, comme vous le constatez, on est obligé de travailler par des textes manuscrits. Et maintenant, lorsqu'il y aura l'électricité, nous allons procéder à la saisie de tout ce que nous faisons, ce qui double un peu ou prolonge notre temps de travail. Comme lui, ils sont nombreux, ces agents de l'administration de Bondoukou qui travaillent sans électricité depuis quelques jours. Il y a la chaleur et tout, mais on est obligé de faire avec parce qu'il faut assurer le service public. Parce que le sens de responsabilité nous oblige à être en poste, même s'il n'y a pas de courant, ce qu'on peut faire comme activité, bon, on le fait. Le secteur privé est également touché par cette situation. Si ça agit sur l'activité, souvent on n'a pas de courant pour charger les portables. Bon, maintenant comme ça. On n'arrive pas à travailler. Les clients viennent pour la photocopie. Bon, il n'y a pas de courant. En tout cas, ça nous fatigue. Nous travaillons axé avec le courant. Tout est basé sur le courant. Quand c'est comme ça, toute la journée, c'est comme on devient des chômeurs. On est là, on se couche seulement, il faut attendre la nuit. Et que la nuit, ce n'est pas tout le monde qui peut travailler. À l'origine de l'interruption de l'électricité, de 7h à 17h, la construction d'un poste électrique dans la ville de Bondoukou. Poste devant renforcer la fourniture en électricité sur l'ensemble du district du Zanzan. La ligne de transport qui débute depuis Sérebou doit traverser les régions pour venir jusqu'au poste 225 000. Donc pour cela, à des moments donnés, la ligne surplombe, chevauche des conducteurs sous tension existants. À ce moment-là, il faut couper le courant pour faire passer ces lignes. Nous avons informé la population que le 28, le 29, le 30 et le 31, il n'y aura pas de courant de 7h à 17h. La CI a pensé à ses clients en les réalimentant par des groupes que nous sommes en train d'installer sur les points stratégiques. Le forage, l'administration, le grand commerce, pour que le maximum soit alimenté et que la population ne sente pas trop la coupure. Un tour au CHR de Bondoukou. Tous les services sont fonctionnels grâce aux dispositions prises par les responsables de cette structure. Il faut dire que ces coupures nous coûtent en carburant. Vu la longueur généralement des coupures, puisque ça part de 7h à 17h, il est vrai que nous avons prévu du carburant, mais en même temps nous avons sollicité la CIVE comme cela s'était produit la première fois, en vue de relayer un peu notre groupe par un groupe plus puissant pour pouvoir tenir toute la journée. Aujourd'hui à Bondoukou et même dans tous les districts du Zanzan, nombreuses sont ces structures qui se sont équipées en groupes électrogènes pour répondre aux préoccupations des populations. C'est le cas de la mairie de Bondoukou qui fonctionne en temps plein malgré la coupure de l'électricité. Les populations devraient patienter encore quelques jours selon les responsables en charge des travaux pour bénéficier de l'électricité de qualité et en quantité. La coopérative avec conseil d'administration du vivrier et de cajou Kopkavika mobilise plus de 200 représentants et sensibilise ses acteurs de la filière sur la bonne qualité de la noix de cajou. Il a également été question de faire le bilan des activités de l'année écoulée afin de mieux aborder l'année suivante. Nous sommes réunis pour parler de la qualité et du mode de financement que nous comptons mettre à leur disposition. Nous voudrions vraiment faire un objectif de 50 000 tonnes pour la campagne 2019. Le secrétaire général de la coopérative a fait le point financier avant de se prononcer sur la conduite à tenir pour l'obtention d'un prêt pour la collecte de la noix de cajou. Des producteurs ont tenu à rassurer les responsables de la coopérative au sujet de la collecte d'une production de qualité. Les parents ont du mal à livrer leurs produits. Donc nous sommes là aujourd'hui pour une sensibilisation. Les prix qu'ils nous ont dit, prix 500, c'était respecté. La Kopkavika revendique 4500 producteurs et compte approvisionner le marché extérieur à hauteur de 50 000 tonnes de cajou de bonne qualité. Bouis Diomandé Henri, 70 ans, retraité, réside à Mans au quartier Grand Bapleu.
Il a perdu un de ses fils en 2007. Blessé aux premières heures de la crise sociopolitique en 2003, il n'a pas survécu. En 2018, il a reçu un chèque d'1 million de francs CFA en tant qu'ayant droit dans le cadre du processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Une somme, selon lui, qui a servi à éponger les dettes contractées pour les soins de son fils disparu. Ils ont donné les 1 million. C'était pour enlever le crédit sur la tête. Parce qu'à Abidjan, on a dépensé presque 800 et quelques mille francs pour les dépenses de l'enfant. Dame Colette, autre victime des crises, habite le quartier Petit Baplé de Mans. Son mari est décédé en 2003, alors qu'il fuyait les atrocités de la guerre. Veuve avec 3 enfants en charge, elle vivote grâce au petit commerce de vente d'huile rouge et de charbon de bois qu'elle exerce. Il y a juste 2 semaines, elle a été indemnisée à Guiglo à hauteur d'1 million de francs CFA. Avec l'argent que j'ai reçu, je vais agrandir mon petit commerce et continuer à m'occuper de mes enfants. Je remercie le gouvernement d'avoir pensé à nous. Lui, c'est Flan Michel Loy, cultivateur et maçon occasionnel, habitant du quartier Gangbapleu de Mans. Il a perdu sa mère pendant la crise. La somme d'1 million qu'il a reçue en guise d'indemnisation sera injectée dans les travaux de la construction de sa concession familiale. Quand l'État nous a fait face, on s'est dit quoi? Au lieu de manger, il fallait qu'on construise quelque chose pour que quand on voit le parent perdu. Parce qu'on dit Dieu merci, avec le peu qu'on a eu, ça peut avancer. Henri, Colette et Michel sont tous des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire de la région du Tonkpi qui ont été indemnisées. L'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, lancée en 2015 par le président de la République, prend en compte pour l'instant que les préjudices humains. Elle permet de soulager les victimes, de recoudre le tissu social fragilisé par plusieurs décennies de crise. Cela marque en outre la solidarité réconfortante de la nation avec les personnes qui ont souffert. Les victimes et associations de victimes apprécient. Leur processus, c'est très bon parce que ça essaie de diminuer un peu beaucoup de haine dans le cœur de chacun. En tout cas, vraiment, je remercie le gouvernement pour faire, parce qu'il n'y a aucun pays qui a pu indemniser ses victimes. Ça, il faut lever vraiment le pouce pour eux. Le fait d'indemniser les victimes, c'est bon parce que la personne oublie un peu. C'est une compensation pour donner l'espoir. Sinon, ça ne peut pas remplacer le parent perdu, ça ne peut pas remplacer ta jambe perdue. Mais au fait, c'est un espoir. Et puis c'est pour dire, appeler les gens à pardonner. Il faut résolument aller à la réconciliation. Cependant, certaines plateformes de victimes, en l'occurrence celle de la région du Tonkpi, dénoncent des irrégularités dans le processus en cours. Entre autres, les bons de prise en charge médicale refoulés dans certains établissements sanitaires. Et ce n'est pas tous les blessés qui sont pris en charge. Moi-même, actuellement, j'ai une victime que je connais qui porte un fer dans son pied et qui a du mal même à se déplacer. Il y en a même qui ont les pieds coupés, il y en a mais qui sont là, mais qui ne sont pas pris en charge. La plateforme des organisations des victimes du Tonkpi compte 25 000 membres et à ce jour, seule une centaine a reçu réparation. Nous sommes à la gare routière du Sassandra. Il est 6h45. Le soleil a déjà étalé ses rayons sur la ville. La gare grouille du monde. Guy Pro Joël travaille dans une société de la place. Comme chaque matin de jour ouvrable, elle doit se rendre à son lieu de travail en taxi. Mais que de difficultés. Ici, le taxi communal prend 6 passagers. 2 sur le siège avant et 4 sur le siège arrière. Pas question de se plaindre. On monte derrière 4 personnes. Si tu n'es pas monté, tu vas rester. Le prochain aussi, ça sera la même chose. Il n'y a pas de sécurité, mais on fait avec. Nous, ici, on ne peut pas tout expliquer, mais c'est comme ça ici. À Sassandra, les propriétaires des rares taxis communaux qui circulent fixent les règles. Par exemple, à partir de 18 h, plus question de transporter les passagers. Il faut garer et les passagers sont contraints à la marche. Bon, on commence à 5 h, quand ils vont dire 18 h là, derrière, tout le monde est déjà descendu. D'autres ont obligé de marcher, bon, d'autres aussi, bon, en tout cas il y a beaucoup de propriétaires de camions aussi, bon, ils ont besoin de leurs camions à 18 h. Nos grands problèmes au niveau des taxis, c'est ça, on n'est pas route. Quand il pleut, on n'est pas route, donc on est là, on regarde. Certains quartiers comme camp fonctionnaire font un peu l'exception. Enfin, jusqu'à 22 h. Ah oui, ça nous fatigue. Parce que moi, selon moi,
Au 17 village, il y a aussi des passagers, mais ils se disent qu'il n'y a pas trop de passagers comme dans d'autres quartiers. Les travaux de bitument et des voies, démarrés il y a plusieurs mois, ont été arrêtés. Nous avons tenté d'avoir des explications auprès de la société en charge des travaux, mais les responsables ont préféré ne pas se prononcer. Nous avons rencontré le nouveau maire Zie Sangaré sur l'une de ces voies. Interrogé, le maire nous apprend que les travaux ont repris. Nous avons donné 3 mois à la société, 3 mois de délai de travaux. Et je crois que nous sommes en train de le faire. Bientôt, les routes dégradées de Sassandra ne seront que des vieux souvenirs. Et les taxis devront circuler normalement pour le bonheur des habitants.